Quelle formation initiale pour les MJPM de demain? Voilà un sujet brûlant qui aura généré énormément de crispations, tant au sein de la profession que du côté des universitaires. Vous avez pu par exemple voir récemment émerger sur les réseaux sociaux une pétition et donc naturellement on se devait d'en parler. Et c'est tout de suite après le générique. Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est le MJPM dans le beau droit, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, je suis très heureux de vous retrouver dans ce qui sera probablement le dernier JT du MJPM de l'année 2022. Alors oui, je sais, certains me l'ont fait remarquer, il y a peu de JT du MJPM, bien tout simplement parce que c'est une activité qui demande énormément de temps, et du temps j'en ai manqué cette année. Donc voilà, mais on va se rattraper avec celui-là, qui sera probablement en plusieurs parties, vu l'importance du sujet. Et avant de nous attarder sur le débat tel qu'il est posé pour l'avenir de la profession, eh bien revenons sur la formation initiale qui est pratiquée aujourd'hui par les MJPM, afin que chacun comprenne bien pourquoi il est nécessaire d'aller vers une évolution. Alors, vous le savez, le législateur de 2007 a souhaité professionnaliser le métier qui consiste à exercer des mesures de protection judiciaire. C'est comme ça qu'a été créé le métier de MJPM et également 2 ans plus tard, le fameux CNC, le certificat national de compétences de MJPM. Donc c'est avec ce certificat que l'on peut accéder à la profession, en sachant qu'il y a une souplesse légale du côté des services MJPM. Ces derniers ont la possibilité de recruter des individus qui ne sont pas titulaires de ce CNC. Ils auront simplement 2 ans pour passer ce certificat. Ce qui est une absurdité, à mon sens, en 2022. Ça s'entendait en 2009, cette tolérance, mais aujourd'hui, pas vraiment. D'autant que l'encadrement qui est proposé à la recrue n'est pas lui-même soumis à une obligation de formation à la PJM. Donc voilà, tout ça donne du travail en plus en fait aux délégués gratuitement, qui vont devoir se charger de la formation sur le terrain des délégués recrutés sans CNC. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, ce CNC il est accessible à partir d'un bac plus 2 et il contient un volume de 300 heures de cours et 350 heures de stage. Bon, aujourd'hui, ce CNC fait l'objet de vives critiques, et ça déjà depuis un certain temps. Première série de critiques qui sont liées à l'attractivité même du métier de MJPM. Parce que vous le savez, l'attractivité, c'est la capacité à recruter, mais c'est aussi la capacité à fidéliser des gens. Or, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même un certain nombre de MJPM qui quittent ce métier, tout simplement parce qu'il est trop difficile, il est trop dur. Donc, forcément, la question de la solidité de la formation initiale est posée. Ensuite, critique sur le contenu même du CNC qui serait insuffisant sur certains points. Et là, je peux vous renvoyer sur ce que disait la Cour des comptes en 2016. Dans son rapport, elle indiquait avoir interrogé des juridictions et ce qui remontait globalement, c'est que oui, il y avait du mieux depuis le CNC, mais que globalement, ça laissait encore à désirer sur les compétences et le savoir en matière de droit, de juridique et de patrimoine. Donc, et je rappelle quand même que une des 2 missions fondamentales qui justifient un mandat de protection judiciaire, eh bien, c'est la protection des biens. Donc voilà. Autre série de critiques sur la valorisation même de ce diplôme. C'est très simple, ce diplôme ne vaut rien. Ce diplôme est juste un ticket d'entrée pour exercer une profession qui elle-même est mal considérée et mal rémunérée. Voilà, donc ce qui coûte, c'est les milliers d'euros que vous allez dépenser si c'est vous qui vous le financez, ou le Pôle emploi, ou le département, ou la région, enfin peu importe, ou votre employeur si ce dernier est un service MJPM qui vous a recruté sans CNC. Voilà, mais sinon il ne vaut rien, il n'est pas inscrit au répertoire national des certificats professionnels. Donc, il n'entraîne aucune augmentation de salaire pour ceux qui sont déjà en poste et qui le passent. Et
d'ailleurs, vous voyez, hein, un service MJPM qui recruterait le même jour un délégué non titulaire du CNC et un autre délégué titulaire du CNC, eh ben, les deux seront rémunérés de la même façon. Hein. Voilà. Hein. Donc, vraiment aucune valorisation du diplôme. Et j'ai même envie de dire, dans notre secteur, on n'a pas su lui faire une place non plus à ce certificat. La preuve, encore aujourd'hui, et sur cette question précise, on voit bien que quand il s'agit de réformer la profession, le pouvoir, soit administratif ou politique, s'adresse exclusivement à des gens qui ne sont pas titulaires d'un CNC. Donc, voilà, globalement, ce diplôme ne vaut rien. Je suis désolé pour ceux qui sont en train de le passer. Et donc, voilà. Un autre constat aussi qui fait qu'on est obligé de se poser la question de la formation initiale, c'est la déjudiciarisation qui ne fait que croître. Hein, avec le dernier exemple, avec la loi du mois de mars 2019, hein, de plus en plus d'actes se font désormais sans l'autorisation du juge. Hein, alors si cette autorisation n'exonérait pas de responsabilité le MJPM, ça n'en demeurait pas moins un contrôle a priori. Et aujourd'hui, pour un certain nombre d'actes, comme on vient de le dire, ce contrôle est supprimé. Donc il faut quand même des MJPM aux compétences de plus en plus solides. Donc voilà pourquoi la formation était l'un des sujets de réflexion pour envisager une réforme de la profession de MJPM. Hein. Vous savez que tout cela a été amorcé avec la commande d'un rapport à Anne Caron-d'Église, qui a été remis en 2018. S'en est suivi un groupe de travail interministériel visant à plancher sur des propositions pour une réforme de la profession. Et vous savez que ce groupe de travail interministériel a implosé. Toutes les fédérations de MJPM de terrain, MJPM de terrain, j'entends par là des fédérations composées de MJPM titulaires de CNC et qui exercent au quotidien des curatelles et des tutelles en opposition à d'autres fédérations. Voilà, toutes ces fédérations-là de MJPM de terrain sont parties. Les fédérations des individuels, FNMJ, CNMJPM, la fédération qui représentait les délégués des services, l'ANDP, qui depuis n'existe plus. Il n'y a que la fédération des préposés, la NMJPM, qui est resté jusqu'au bout, mais alors eux, mystère, communiquent jamais. Donc je ne sais pas ce qui se passe de leur côté. Ils vont jusqu'au bout d'un groupe de travail interministériel et ils ne communiquent pas. Donc, pour avoir été au colloque d'Arcachon, les préposés qui veulent faire entendre leur voix, ils sont là. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de communication du côté de la NMJPM. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qu'il en est si vous êtes au courant. Mais bon, voilà. Anne Caron-d'Église elle-même avait quitté le groupe avant les fédérations. Donc il y avait un malaise, ça ne se passait pas comme ça devrait se passer dans l'apaisement. Donc ce groupe de travail interministériel a implosé, mais néanmoins on a quand même des propositions il a été acté par l'administration, en tout cas c'est ce qu'on nous explique, que désormais le CNC serait supprimé et que les MJPM devront être titulaires d'une licence professionnelle s'ils souhaitent exercer. La mise en œuvre de cette licence professionnelle est prévue pour 2023. Alors sur le calendrier, on avait un indice quand même l'année dernière avec l'arrêté du 7 décembre 2021, arrêté qui prolongeait l'agrément des centres de formation qui délivrent un CNC jusqu'au 31 décembre 2023. Donc à voir pour ce qui se passera ensuite. Pour en finir avec le CNC d'ailleurs, l'une des critiques aussi qui figure dans le rapport de la Cour des comptes que je mentionnais au début de ce podcast, c'est que l'État ne faisait pas suffisamment de contrôle sur les centres de formation. Et on s'aperçoit d'ailleurs entre nous, entre MJPM, quand on discute que les pratiques d'un centre de formation à un autre pouvaient énormément varier. Certains ont la main lourde sur les dispenses, d'autres sont plutôt légers sur le contrôle des connaissances. Bon, voilà, il n'y avait pas une uniformité sur la question. Ça n'empêche pas que certains centres de formation
ont développé une véritable expertise en la matière, qu'un certain nombre d'entre eux bénéficient d'une excellente réputation, donc je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de jaloux, et qu'il y avait même des partenariats avec des universités, avec des DU, des Master 2, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette première partie consacrée à la fin du CNC, la fin annoncée du CNC. On se retrouve très vite pour une seconde partie qui portera sur le projet de réforme en tant que tel, la licence professionnelle. On verra que c'est une réforme qui est contestée. En attendant, likez, partagez et commentez. Vous savez que j'adore lire vos commentaires, et surtout sur cette question, c'est très intéressant. Je le dis jamais, mais abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. J'ai vu que vous étiez plus de 200 à l'avoir fait, donc merci à vous. C'est important pour la viralité de la vidéo, et donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc on se retrouve très vite. Je vous dis à bientôt.